very much appreciated. On the subject, as Jason said, we could talk much longer on it, but we must move on, and we must move on to an important theme that, in fact, the host minister said must be central to this event, and that is TVET, technical and vocational education, and the creation of job opportunities, employment opportunities in Africa. It is a fundamental issue of that gap between, that skills gap between education and vocation. So we're going to have this panel chaired by Scott Smith, who's the Vice President of Matafit. So Scott, if you'd like to come to the stage, I'm going to ask Honourable Tijani Idrissa Abdul Kadri, the Minister of Professional and Technical Education for Niger. Minister, get microphoned. And we have the Honourable Deputy Minister of Education for Ghana, Deputy Minister responsible for TVET, who is Gifty Ampofo. Please, Honourable Deputy Minister, take the stage. Minister, hello. How are you? Bonjour. There is headsets there as well. Deputy Minister. And then we have Jane Wasiga. Jane, who is the Educational Commission, sorry, not Jane, I do make apologies. It is, I read that wrong. So it is Namin Agarem, who is the Secretary General for Technical Education and Professional Integration for Togo. Dr. Agarem from Togo. I think just getting mic'd up. And I know Kabran Asamu, here's Kabran Asamu, who is the Director of Cabinet for National Education, Technical Education, Vocational Training for Côte d'Ivoire. Sorry, my apologies to Jane there from Uganda, she's on the next panel. But we have our 4 panelists here. And I'll hand over to Scott Smith. I think we've got a mixture of English and French in this panel, Scott. And we'll be running by the clock on your table there. Okay, thank you very much. Okay. Honorable guests, thank you very much. This is going to be a very good panel, I believe, and we'll have a wonderful discussion on technical and vocational education and you know, how your countries and some of the programs that you're doing are leading to really good employment opportunities. The question is, the scale of the youth problem in sub-Saharan Africa, in African countries, requires a bold and ambitious approach to successfully addressing the issue. Just really curious to hear from each of you, what types of partnerships with the industry are you developing to help improve employability in your countries? We'll begin here with Minister from Niger. Merci beaucoup. Je voudrais m'excuser parce que la traduction n'est pas tout à fait parfaite, mais comme j'ai eu un peu vent des questions éventuelles, je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de Innovation Africa pour nous avoir invités à un forum d'une aussi grande importance. La part du secteur industriel en termes de création d'emplois et de richesses au Niger. Je voudrais d'abord rappeler que le Niger, c'est un pays du Sahel qui est un peu à cheval entre la grande partie de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, qui fait 1,267 000 km² avec plus de 20 millions d'habitants. Et nous avons une population qui est jeune, très jeune même, j'allais dire, puisqu'on a 75% de cette population qui fait moins de 25 ans. Ça veut dire que les défis en termes d'emploi, en termes de formation,
sont énormes. Alors le diagnostic que nous venons de faire il y a de cela quelques années, c'est d'abord l'inadéquation entre notre système éducatif et les besoins réels de formation. Nous avons hérité malheureusement d'un système où l'enseignement général a été mis en avant et aujourd'hui il a montré ses limites. Donc le gouvernement s'est engagé dans une véritable relecture, une véritable révision de sa politique éducative et qui a fait que nous repositionnons aujourd'hui la formation technique et professionnelle dans notre système éducatif de manière à déboucher sur des véritables perspectives d'emploi pour notre jeunesse. S'agissant spécifiquement de l'industrie, je crois qu'au Niger, on ne peut pas parler véritablement de l'existence d'un secteur industriel établi. Disons qu'il est en construction. Et jusqu'à présent, nous avons une économie essentiellement rurale. L'agriculture et l'élevage traditionnel contribuent à hauteur de 40% dans le PIB. Le tissu industriel, aujourd'hui, il est véritablement en construction. Mais comme nous sommes dans cette dynamique, d'abord de promotion de l'enseignement technique et professionnel, nous sommes en train de travailler premièrement sur la décomplexer d'abord le TIV, c'est-à-dire faire en sorte que l'enseignement technique et professionnel soit une option pour les jeunes au sortir de l'enseignement de base. Ça, c'est un des axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Pour cela, nous travaillons beaucoup sur essentiellement 3 aspects. Premièrement, comment favoriser l'accès à cette formation. Ça veut dire mettre en place un dispositif, ouvrir donc des établissements pour permettre au plus grand nombre d'accéder à ces formations. Seconde chose, c'est travailler sur la qualité. Lorsque nous parlons de qualité, c'est justement de travailler sur la qualité des curricula et des programmes. Deuxièmement, c'est de travailler sur les équipements, puisque nous sommes dans un monde tout à fait compétitif. Il faut que nos centres de formation puissent permettre aux apprenants, une fois sortis, d'être compétitifs sur le marché du travail. Et dans ce point de vue-là, il faut effectivement un équipement de qualité au niveau des différents centres de formation. Et il y a toujours, au cœur de cette recherche de qualité, la dimension formation des formateurs. On ne peut pas parler de qualité si nous n'avons pas effectivement des formateurs qui soient à la hauteur. Et là aussi, nous y travaillons énormément pour que justement ce complexe curricula, équipement, formateur aillent ensemble de manière à ce que les apprenants au sortir puissent être compétitifs. Et nous travaillons sur l'accompagnement des jeunes, surtout en matière de premier emploi. Alors, à tous ces niveaux, le secteur privé, le niveau industriel peut contribuer. Nous travaillons de manière inclusive parce que nous estimons qu'il faut que, durant tout le processus, dès l'élaboration des curricula, que les entreprises et les privés soient impliqués. Donc nous sommes dans un processus inclusif d'implication à l'élaboration des curricula. Nous sommes également dans la recherche de cette qualité pour que les jeunes qui sont formés puissent avoir les compétences dont les entreprises ont besoin. Autrement, le problème il est entier. Donc nous y travaillons en faisant en sorte qu'il y ait des mécanismes d'alternance entre la formation et le séjour dans les entreprises qui existent. Et nous pensons également que les industries peuvent contribuer de manière à financer effectivement la formation technique, puisque l'une des questions aujourd'hui auxquelles nos États font face, c'est le financement de la formation. Ensuite, pour une meilleure efficacité, nous pensons qu'il faut les impliquer même dans le pilotage. Nous avons créé au Niger un certain nombre de structures. C'est d'abord ce que nous appelons le Conseil national de l'enseignement et de la formation technique, qui est un cadre de dialogue entre le public et les autres acteurs, dont notamment le privé. Nous avons également mis en place un observatoire qu'on appelle l'ONEF, c'est-à-dire c'est cet observatoire qui est là, qui examine un peu le marché, qui organise des enquêtes régulières pour identifier quels sont les métiers qui sont porteurs, quelles sont les perspectives, quels sont les métiers qui peuvent, en tout cas à plus ou moins brève échéance, disparaître, puisque nous sommes dans un processus très dynamique où les métiers apparaissent et disparaissent. Rien qu'hier, je suivais une communication où on disait que les enfants qui ont 12 ans, aujourd'hui, peut-être lorsqu'ils seront adultes,
en tout cas 65% ne connaîtront pas les métiers qu'ils vont. Donc il y a des métiers qui sont. Il faut que nous soyons donc dans ce processus dynamique, inclusif. Et là, nous pensons également que les industries et le secteur privé peuvent jouer un grand rôle. Donc voilà à peu près de manière très très résumée ce que nous sommes en train de faire. Et pour atteindre cet objectif, nous pensons également que les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent être un vecteur important pour atteindre un assez large spectre de jeunes et pour être beaucoup plus aussi au diapason, c'est-à-dire permettre d'avancer et d'échanger avec les autres expériences positives pour que nous puissions impacter positivement et atteindre les objectifs. L'objectif de notre gouvernement, c'est d'atteindre 40% des effectifs du secondaire au niveau de l'enseignement secondaire. Donc, nous pensons que la solution de l'employabilité, la question de l'emploi des jeunes, c'est véritablement dans l'enseignement technique et professionnel que cette question sera résolue. Voilà ce que je dirais à titre introductif. Merci. Wonderful. Thank you so much. It'll be, great to hear what the Honorable Mpofo has to say about this regarding the same question, the types of partnerships that you've been doing here in Ghana with industry to improve employability. Here, I'll direct the question over to Secretary General from Togo. Et le Togo, mon pays, est un voisin du Ghana. Donc, vous pouvez même arriver même ici à pied et repartir à cheval. Merci beaucoup pour l'opportunité. Nous tenons à remercier les organisateurs pour cette grande assise d'échange et de partage. Au niveau de Togo, mon pays, qui est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest avec une population d'environ 7 millions d'habitants, comptons une jeunesse qui représente plus de 60% de notre population. D'où le problème d'emploi qui se pose et qu'il faut mettre en place des structures de formation afin de pouvoir résoudre le problème de chômage. Et au niveau du pays, comme je le disais, c'est un pays à vocation également agricole, 70% représente l'agriculture, l'industrie à peu près 20% et les services et autres 10%. Dans le domaine de la formation professionnelle, le pays compte plus de 200 centres de formation professionnelle et technique, avec seulement à peu près une trentaine pour le secteur public. Maintenant, pour répondre à la question, il existe un partenariat public-privé avec le monde de l'industrie. Comme l'a dit le premier intervenant, dans nos pays, nous disons que l'industrie est à vocation naissante. Donc au Togo, il est créé un centre de formation au métier de l'industrie qui est basé dans la zone portière, spécialement dédié aux formations des métiers de l'industrie pour pourvoir aux besoins des entreprises qui sont installées dans la zone portière. Afin de pouvoir obtenir la qualité au niveau de ces apprenants qui sont directement destinés au monde du travail, il est introduit dans notre pays depuis quelques années la formation professionnelle de type dual. Cette formation de type dual est appuyée par la coopération allemande à travers la GIZ. Tout à l'heure, le panel qui vient de passer a parlé du numérique. Au niveau de nos établissements,
il est institué ce que nous appelons l'environnement numérique de travail, qui permet aux enseignants et aux élèves de se pourvoir en ressources de formation. Au niveau de l'espace UEMOA, il est créé également une plateforme de mutualisation des ressources et des outils de formation professionnelle. Donc, pour les formations au métier de l'industrie, ce que nous constatons actuellement, c'est que il y a une timide affluence des apprenants vers ces secteurs, vers le secteur de l'industrie. À peine 6% des élèves du premier cycle et du second cycle du secondaire aspirent vers les formations industrielles. Donc plus de 73%, lorsqu'ils arrivent à l'université, vont vers les filières telles que le droit, le commerce, l'administration générale, les arts et culture. À peine 2% de ces effectifs s'orientent vers les métiers de l'agriculture. Donc, en dressant cette image, vous comprenez que la formation professionnelle destinée directement au métier, à l'emploi et au marché du travail reste un peu embryonnaire, sinon à ses débuts. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Great, thank you very much. And now we'll direct it back to Honorable Mpofo. Thank you very much. Sorry for the technological problem that we had. For Ghana, the Council for TVET had undertaken skill gap analysis to know where the needs are and where we're training for mismatch for the industries. In addition to that, we've also established the sector skills body. And these sector skills body are doing skill audit with the various industries to ensure that the level of training we're given to our trainees and the demands of the industries are the same level. They also been part of all TVET councils and committees that we have set up with the Association of Ghana Industries, Chamber of Commerce, Employers Association. They all form part of our advisory boards and bodies to ensure that as we developing the various curriculum, we develop for them and we meet the demand of our various industries. In addition to these, we have private industry owners that we collaborating with them to get COTVET, that is Council for TVET accreditation, and also support our young ones through internship by making their outfits available to these young ones to get the training that is internship, such that the gap between the academia or what we're teaching them in classroom and our laboratories would match with what the industries need them. Again, we also have a system where we ensure that these private practitioners also have accreditation and they come to school. They get into our schools as role models. Some of them interact with these students on practical basis for them to know where they are going
and what they're supposed to do. Hitherto, when students go for internship, teachers were not accompanying them for these internship, but we work in a system where the teachers themselves, who are the instructors, will accompany or visit many of them at their areas of internship to ensure that, one, the teachers in a subtle way will know the changes the industries are going, and the students also knowing their teachers will be there will also do the right things, and the owners of the industries would also ensure that they are not there for being their sake, but they give them the chance to use their hands. With that curricular development, which we're now going for competency-based training. With the competency-based training, you all bear with me, it's very expensive. Government is investing so much with TVET. We're getting modern equipment in our workshops and our laboratories, and we're collaborating with private individuals, both local and international. As of now, we have our technical universities having their workshops well furnished with ICT devices, virtual labs and workshops with simulations, and also physical equipment there to ensure that we move in space, or we move very well with the way the industries are moving. And by these, we ensure that definitely we're going to get our young ones trained with the skills that industries, not only in Ghana, but internationally, they are required. With all these, we're also doing very well in collaborating with a number of private institutions or partners. As of now, we have the amateurs who are building or furbishing our technical university laboratories, and we also have Planet Core, who are helping us to facelift all our MVTI institutions, and then we also have the AVIC, who are also building a number of workshops well furbished to international standard, such that the students that we have are definitely going to be of international standard. Our numbers of populations are growing very fast because we have a very young population. With a lot of advocacy we're doing in all sectors of TVET, and with the realignment, we now have students whom hitherto wouldn't have tried to get into TVET area. They are all getting into TVET area, and we are expanding our TVET areas. So with our large populations, we're developing and we're investing in our human resources to ensure that they become a valuable asset to our country, to our continent, and to the world as a whole. And in developing curricula, we are not developing that in isolation. We're doing that closely with the sector skill bodies, such that whatever we do is in line with the industries, and we're also seeking accreditation of all these various courses and the various curricula we're developing, as well as the centers, such that our graduates will be of international standard. And with that, our high population is going to be an asset, but not an immigration threat. Thank you very much. Thank you very much. And finally, we'll hear from Mr. Cabran for Cote d'Ivoire. In your country specifically, following on the same question, what types of partnerships are you guys having with industry to help improve employability in your country? Bon, j'ai essayé de comprendre un peu la question parce que la traduction n'est pas parfaite. Quels sont les rapports que nous avons avec le monde de l'industrie? Je voulais commencer par dire que de façon macroéconomique, nous devons partir du fait que nous sommes un pays d'environ 24 millions d'habitants. 24 millions d'habitants, il y a à peu près 6 500 000 qui sont élèves. Qui sont élèves et qui sont dans nos classes. Et les 6 500 000,
nous pensons que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a une loi qui rend l'école obligatoire. Donc si nous captons tous les enfants dans nos classes, il va sans dire que nous allons avoir un effectif important à gérer. Cet effectif-là, il faut profiler l'avenir de ces enfants. Profiler leur avenir, nous sommes conscients que tous ne pourront pas faire des études supérieures, tous ne pourront pas faire des études générales. Il est bon donc d'établir un lien pour que la partie de la formation professionnelle soit fortement sollicitée, pour qu'une partie de nos enfants puisse intégrer les structures de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais c'est là que nous avons constaté qu'il y a quelques réglages à faire. Quelques réglages parce que nous voyons qu'il y a des enfants qui sont formés, qui ont une qualification, mais qui ne trouvent pas d'emploi sur le marché du travail. A contrario, vous avez des entreprises qui offrent des services, mais qui ne trouvent pas aussi la qualification adéquate pour que ces enfants-là soient employés. Donc, une réflexion a été menée et en 2009, nous avons fait une grande réforme. Une réforme pour que nous nous appuyions sur la vision des entreprises elles-mêmes. Les entreprises qui vont utiliser ces enfants ont leur mot à dire dans la formation que nous faisons. Et cette convention a débouché sur une nouvelle gouvernance de nos établissements. Cette gouvernance-là est bipartite. Une partie sur les 12 membres, une partie est constituée des entreprises et des chambres consulaires, et l'autre partie, c'est les institutions de l'État et les collectivités territoriales. C'est donc cet exercice conjugué que nous faisons avec le monde du privé, parce qu'en réalité, la définition, les branches professionnelles, c'est avec le privé que nous voulons faire ce travail-là. Donc, c'est un exercice qui est en cours et nous pensons qu'avec les prochains bilans que nous allons faire, nous allons avoir la possibilité de faire un point sur chaque branche professionnelle. C'est un monde qui bouge, les métiers bougent, il faut reformater les métiers, il faut inventer encore de nouveaux métiers. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là pour que l'exercice se fasse avec le monde de l'entreprise. Great. It's wonderful to see and hear all of the great partnerships and initiatives and policies that your governments are putting forward to help the students within your country make that transition into technical education. So I've got my next question. I'll direct it to the minister here from Niger. The African Development Bank, along with some other international entities, development entities, has helped invest in your capacity to build technical education to almost 400 billion has been allocated for such a purchase so far. Can you summarize the impact of this level of investment and kind of how those funds have been used and how you've been able to successfully deploy these programs? And if you could keep your answer to maybe 4 or 5 minutes so we can get through the other panelists. À côté des efforts que le gouvernement fait sur ses propres ressources, un certain nombre de partenaires techniques et financiers accompagnent l'État dans ses efforts de promotion de l'enseignement technique. Parmi justement ces partenaires figure la Banque africaine de développement, avec laquelle nous avons conçu depuis bientôt 7-8 ans un grand programme de modernisation d'un certain nombre de nos établissements. C'est un vaste programme qui est allé dans le sens de l'accompagnement pour l'élaboration de curricula d'abord qui soient adaptés.
parce que nos curricula étaient devenus un tout petit peu désuets et la banque nous a accompagnés dans ce processus pour former des formateurs, ce que nous avons appelé des méthodologues qui vont aider à l'élaboration des curricula. Ça, c'est un des points sur lesquels effectivement nous avons travaillé et aujourd'hui nous avons au Niger, au niveau d'abord de nos établissements, mais au plan national, ce que nous appelons un vivier de méthodologues qui ont la compétence et le profil pour accompagner dans les différentes branches l'élaboration des curricula et des programmes. Deuxième aspect sur lequel justement ce financement a aidé, c'est les équipements de nos centres de formation. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas parler de formation technique de qualité s'il n'y a pas au niveau des centres de formation et des établissements des équipements à la hauteur des défis, des besoins de l'économie. Et donc nous avons fait de grandes acquisitions au niveau des différents centres de formation. Il s'agisse des centres moyens, mais également des instituts universitaires de technologie où, en tout cas, des équipements de dernière génération ont été installés. Et l'un des axes forts, justement, de l'utilisation de ces ressources de la Banque africaine de développement, c'est la création des lycées technologiques à vocation pétrochimique. Le Niger est en train de s'inscrire, en tout cas d'entrer dans la liste des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Et au regard de ce défi qui est en train de s'annoncer, nous avons jugé pertinent que nous ayons chez nous un lycée qui prenne en charge justement tous les métiers liés à la production pétrolière. Et la BAD nous a aidé effectivement à construire ce lycée. C'est un grand lycée qui se trouve dans la partie est, à côté justement de la zone de production pétrolière, où nous formons nos jeunes dans les différentes filières liées à la production pétrolière et à tous les métiers connexes. Je rappelle au besoin qu'actuellement nous sommes en train de construire un pipeline qui va quitter les zones de production jusqu'aux côtes béninoises, qui va couvrir à peu près 2000 km donc de pipeline. Et pour tout ce travail-là, qui va durer 4 ans, nous aurons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir justement à la réalisation donc, de cette activité et plus tard effectivement pour l'entretien et la maintenance de ces infrastructures pétrolières. Donc voilà un peu en ce qui concerne cet appui spécifique de la BAD à notre pays, mais nous sommes en train de discuter aussi une seconde phase justement de cet accompagnement pour que nous nous intéressons à la dimension agroalimentaire. Comme je l'ai dit, notre pays est un pays agriculteur et pastoral et nous devons espérer que aussi ce financement avec toujours la BAD va aboutir. Mais au-delà de la BAD, il y a d'autres partenaires tels que la Banque mondiale et bien d'autres qui nous accompagnent. L'idée, c'est que les partenaires techniques et financiers viennent en accompagnement de nos politiques. C'est cela qui est important. Nous avons, les gouvernements s'inscrivent dans une vision, dans une prospective. Notre souhait, c'est de le voir s'allier sur les besoins objectifs et réels de nos économies et de nos États. Voilà un peu nos souhaits dans ce sens-là. Merci. Great, wonderful. And I'll direct the next question down to the Secretary General from Togo. Where's headsets? No, okay. We'll go to Honorable Umpofo next. So here at Innovation Africa, Mr., we have a number of your technical universities being represented. Are they a key part of how you are creating an environment for young people to acquire, demand-driven, employable skills? Can you expand on that, maybe just in a few minutes? Thank you very much. In Ghana, the interest in TVET was low because we didn't have a system where any students who pursue TVET could rise up to the highest level or highest ladder in education. Therefore, we established the technical universities. And with these technical universities, we have equipped them to an international standard where
students who have or are pursuing TVET have the chance of rising from the second cycle into the tertiary. And with our technical universities, we have made a lot of investments from donors and also from private individuals to ensure that their workshops and their laboratories are well built. And they've also been given the free hand to collaborate with other private sectors, both internal and also external, to do a lot of collaboration to develop their human resource and to develop the teachers themselves and the students as well. As of now, we are still upgrading all the technical universities that we have in the country. As we speak, there is a brand new workshop that has been refurbished by the Amatros with collaborating with Ghana to get a workshop for Accra Technical University. They have built same for Koforidua Technical University, Kumasi Technical University, and all the technical universities in various disciplines. And they also have their CBT curriculum, which they are training and collaborating with the industries to ensure that they are producing exactly what the industries need. Because of the power they have to collaborate with private sectors to get various innovations and various investment. That's the reason why we have a number of them here, because apart from the government and the ministry getting agreement for them, they've also been given the power to do that, to ensure that where the need arises in various disciplines, they link up with other private providers to ensure that the facilities government is building for them, they also augment that with their own relationship we have with other companies. So I want to say that for our technical universities, they are so poised to supply the industries in Ghana and the whole world the kind of personnel, the kind of trainees that we need to solve the skill-driven economy that the whole world is moving towards. So I want to say that there's a place for business. Thank you. Excellent. Thank you very much. Now back to Secretary General from Togo. I'd like to ask you a question about, how is your ministry tackling the maybe lack of continuity between basic education and technical education to ensure a high participation rate amongst the students in Togo? Contaminé. Alors, au Togo, comme dans beaucoup de pays de la sous-région, l'éternel problème, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Alors, l'enseignement technique au Togo est le domaine de formation qui accueille la plupart des apprenants qui quittent, disons, le premier cycle du secondaire pour arriver au premier cycle du secondaire plutôt. C'est-à-dire que après avoir obtenu le deuxième diplôme de formation, le premier c'est celui que nous appelons le certificat d'études élémentaires, le deuxième c'est le brevet, clairement appelé le brevet d'études élémentaires et primaires. Donc, après ce diplôme, vous pouvez avoir accès à la formation secondaire, soit enseignement général ou enseignement technique ou professionnel. Donc, chez nous au Togo, l'accès à la formation professionnelle se
fait après ce diplôme sur concours, quelque part, ailleurs sur l'étude de dossier. Et le domaine de la formation professionnelle connaît énormément beaucoup de difficultés parce qu'il faut accueillir tous ceux qui aspirent à cette formation. Donc pour ce faire, il faut un certain nombre de structures d'accueil. Je disais tout à l'heure que l'État dispose actuellement d'une trentaine de structures d'accueil public et le privé en dispose plus de 200. Donc, pour moderniser la formation professionnelle au Togo, le pays a fait recours à des partenaires, plusieurs partenaires techniques, à l'instar de l'Agence française de développement. Avec son appui, il a été créé le centre de formation au métier de l'industrie dont je parlais tout à l'heure, qui forme uniquement dans les métiers de l'industrie, avec l'appui d'un autre partenaire qu'est l'UNESCO. Le Togo a pu élaborer la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Également avec l'appui de ce partenaire, le pays a pu entreprendre depuis l'année passée à ce jour la révision curriculaire de toutes les filières industrielles. Le pays est accompagné également dans le domaine de la formation professionnelle à travers un autre partenaire, la coopération allemande, qui est la GZ, à travers un projet qui est dénommé le projet de formation professionnelle pour l'emploi et des jeunes. Toujours avec la coopération allemande, il a été initié un autre projet qui est un projet d'appui à la formation professionnelle à l'emploi avec la construction, la réhabilitation et l'équipement de 7 centres d'équipement à travers tout le pays. Donc ceci pour pallier à cette transition qui doit se faire entre la formation générale, où les jeunes qui aspirent à une formation débouchant sur un métier puissent avoir accès. Ceux qui n'ont pas la chance de rentrer dans ce système de formation professionnelle sont orientés vers l'apprentissage. L'apprentissage qui recueille également un grand nombre de ces apprenants qui vont également avec le niveau de 3e ou même plus pour obtenir un certificat de fin d'apprentissage que nous appelons le CFA. Voilà brièvement comment est-ce que l'éducation, plus particulièrement de la formation professionnelle, je ne parle pas de l'éducation de base, parce que c'est notre ministère qui gère ce domaine. Je n'ai pas reçu l'habilité de parler de ce qui se passe là-bas. Je vous remercie. Okay, great. And we are just about out of time, but I have one last question for Mr. Cabran from Côte d'Ivoire. In just a couple minutes, can you summarize how your country has increased the financing of education as a share of the overall national budget, and really what's been the impact of this?
Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de faire le projet de l'année 2020 et la part consacrée à l'éducation est de 24%. 24% du budget est dédié à l'éducation. Parce que nous sommes conscients que les enjeux de demain, c'est justement l'employabilité des jeunes. Nous ne pouvons pas faire l'économie lorsque nous savons que nous avons une bonne partie de la population qui est jeune. Nous avons une pyramide des âges qui est très large par la base. Il faut faire cet effort-là, d'adresser toutes les questions de formation, parce que les questions d'emploi sont aujourd'hui des questions de stratégie, des questions de sécurité nationale. Donc pour vous répondre, nous sommes à 24% de budget. Notre ministère, le ministère en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons un budget de 1079 milliards de francs CFA. Je vous ai répondu précisément, non? C'est bon? That's good. Ok, merci. Good. Okay, great. Thank you, everyone. Apologies for some of the technical things that we had to deal with here at the very, very beginning, but appreciate everyone up here for sharing some of the initiatives and things that you're doing within your countries to help create employment opportunities and sharing that with the audience, and hopefully that was beneficial to many of you in the room. I'll just finish. We have a short video from Ativic, but just as a quick comment about us and what we do. We're focused on helping improve mathematics and numeracy education all around the world, and which ties itself well into the discussions in this panel about creating employment opportunities, and having really foundation in numeracy skills is a very critical component of that. So I'll turn it over to our guys at the desk, and if you can please play the Ativic video, we'll wrap up. My name is Emmanuel Hope Mensah. When I was in class 3, I wanted to be an engineer in future, but my sir said I should be very, very good in maths. And then I said I won't be an engineer again. Now I am in class 4. They brought Matific to my school, and Matific made my maths so easy and simple for me. Now I believe I can be an engineer in future. I love Matific. Yay! My nephew and nieces used to find it difficult to learn maths, and they always needed my help with their maths homeworks. But ever since the Ghana Ministry of Education introduced the Matific application, learning math has become easier for them, and it has helped them improve upon their mathematics. Actually, they don't even need my help with their homeworks anymore. They just need me to look through their works after they are done, and I can say that it is always perfect. So I want to commend the Ghana Ministry of Education for introducing an innovative way to get the children to be more interested in mathematics. So I want to thank them, and we say that we love Matific.